S'il y a un mot, un concept qui décrit très bien mon invité, eh bien, c'est la créativité. Mon invité, il est président fondateur de Wake Up TV, bien entendu, et également président et producteur exécutif chez Balestra TV. Mon invité, Marc Châtel. Comme je vous le disais, mesdames, messieurs, mon invité est Marc Châtel. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Paul. Ça va bien? Extrêmement bien. Je suis heureux de te revoir pour commencer. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas croisés dans le monde des communications, ce qui est plutôt une denrée rare, parce qu'habituellement, on se recoupe toujours à un moment donné ou à un autre. Je parlais de créativité, Marc, et j'ai comme l'impression que ça te décrit tout à fait. Oui, la créativité, mon Dieu, quand j'étais tout petit, je me revois jouer avec des schtroumpfs, des heures de temps, des Lego, des Playmobil. Ma mère est d'origine allemande et puis on allait souvent en Allemagne et puis on faisait toujours le tour par des magasins de jouets allemands et tout. Puis là, je ramenais toujours... Et j'ai passé mon enfance vraiment à beaucoup développer cette créativité, ce muscle créatif. Puis je me rends compte que, bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, je m'en sers beaucoup et puis Mais c'est quelque chose qui, on dirait, a tendance à décliner avec l'âge, la créativité. Mais aussi, ça s'est mis à décliner depuis une vingtaine d'années. Il y a des études là, qui démontrent que même chez les enfants, là, la créativité est en déclin. Et ils ont mesuré ça depuis une soixantaine d'années. Puis depuis 20 ans, ça baisse. Donc, le conformisme s'installe. Oui, puis peut-être par la certaine passivité avec des jeux vidéo, etc. On est moins à jouer à l'extérieur comme lorsqu'on était petit, à s'imaginer toutes sortes d'histoires. Et puis donc, j'essaie par mon travail de réintégrer un peu cette créativité-là dans la vie des gens. Je vais te demander, au niveau des concepts, de me faire la différence entre la créativité et l'innovation. Est-ce que l'un et l'autre, l'un est conséquence de l'autre, ou est-ce que c'est vraiment deux concepts différents, très, très, très différents? Non, je pense que la genèse de toute innovation, c'est la bonne idée, c'est cette capacité d'amener différentes informations, les fusionner et peut-être de sortir quelque chose de nouveau avec ça. Donc, ça prend beaucoup de créativité pour être innovateur. Donc, ça va main dans la main, en fait. Ouais. Est-ce que, justement, ce désir de toujours aller chercher quelque chose d'autre, de différent, parce que, inévitablement, la créativité, ça amène aussi l'originalité, ça amène aussi la différenciation, non? Oui? Oui, absolument. Bien, en fait, en télévision, en tout cas, puis ça me rappelle quand, à l'occasion, je vais au marché de télévision en France, à Cannes, le MIPCOM, le MIP TV. Et puis, c'est sur 5 étages, un immense édifice sur le bord de la Méditerranée. Puis, quand on fait le tour de tous les exposants et tous les producteurs, on se dit, les distributeurs, on se dit, mon Dieu, tout a été fait déjà, tu sais. Alors, c'est pas évident d'arriver avec un concept nouveau puis se dire, là, vraiment, j'amène une nouveauté, quelque chose qui n'a pas été fait avant. Puis, il y a des grands courants aussi en télévision, on le sait, avec toute la télé-réalité, tout ce qu'on voit depuis de nombreuses années. Maintenant, c'est vraiment... Au début, on pensait que c'était une mode, mais ça prend finalement beaucoup d'espace dans le paysage télévisuel. Est-ce que c'est très créatif, la télé-réalité? Pas vraiment, non. Ouais. Il faut être créatif pour faire semblant que c'est une vraie histoire. Voilà, la nuance. On est en TV. On est en TV. Beaucoup d'heures de tournage pour capter des petits moments et qu'après ça, on essaie de faire croire aux gens qu'il s'est passé telle chose incroyable, là, mais c'est pas mal arrangé. Oui, c'est ça. Tu parlais de la Méditerranée, justement. Ce genre de réunion-là, est-ce que, justement, on constate ce que les autres font? On peut peut-être s'en inspirer, mais on essaie surtout de se distinguer. C'est un drôle de concept, en tout cas, ces foires commerciales. Moi, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de plaisir à y aller lorsque j'y suis allé. J'ai eu une fois beaucoup de plaisir quand j'étais plus considéré comme un acheteur. Donc là, les gens venaient à moi, voulaient me montrer leur catalogue d'émissions et tout ça. C'était pour ma plateforme en éducation, dont on va sûrement parler. Mais les autres fois, c'est certain qu'on se dit, OK, en tourisme, tout a été fait, en gastronomie, je veux dire, tous les genres sont comme abordés. Alors, c'est vraiment... c'est particulier là, de se dire, mais on essaie quand même avec notre petit produit qu'on amène à l'international de faire valoir
ses qualités et tout ça. Et des fois, on est chanceux, puis ça peut trouver preneur. C'est très intéressant que tu amènes cette dimension-là internationale parce que en parcourant et en faisant mes recherches, bien entendu, tu t'en doutes un peu. Ben oui. Tu sais ce que c'est la recherche en TV. Oui. En parcourant et en faisant mes recherches, j'ai constaté justement que ta tendance était à la fois locale, mais aussi et beaucoup et de plus en plus internationale. Est-ce que c'est une obligation de se tourner vers l'international pour se sortir d'affaires, si je peux dire? Non, c'est pas une obligation, puis c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça non plus. Moi, j'avais l'impression d'avoir pas mal couvert les sujets qui m'intéressaient au Canada. Et puis un concours de circonstances. Bon, il y a une série qu'on a fait depuis 5 ans, Guide d'aventure. Une série assez formidable là, où on est allé dans les coins les plus reculés de la planète pour suivre un guide d'aventure, justement, canadien, mais qui rayonne à l'international. Et puis donc, puis je pense que mon enfance, puis je l'ai dit, ma mère est d'origine allemande. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune en escrime. J'étais un ancien escrimeur sur l'équipe nationale d'escrime. J'ai commenté aux Jeux olympiques à Barcelone en 1992. Donc, c'est en moi, je crois. Et puis on fait une série sur l'environnement, alors qui tournait aussi sur 5 continents. Donc, je pense que je suis rendu là dans ma carrière, même un projet de long métrage que j'aimerais faire, mais pour la francophonie mondiale, parce que j'avais déjà fait un projet, La Sacrée, qui était un peu le premier film franco-ontarien, si on veut, ça, pour le grand écran. Et là, je l'ai fait, donc j'ai comme ce besoin d'aller voir un petit peu ailleurs. Mais c'est pas plus facile, mais c'est comme ça. C'est différent, oui, tout à fait. On prend une petite pause et on revient. De retour à Sans détour avec le président, fondateur, producteur exécutif de WeGup TV et de, évidemment, Balestra TV, Marc Clotel. Marc, on parlait d'international avant la pause, bien entendu. Je veux absolument qu'on parle de Balestra TV. Quand tu as quitté Radio-Canada, sauf erreur, à titre de réalisateur, tu as décidé de fonder Balestra TV. Est-ce que dans la chronologie des choses, c'est exact? Oui, absolument. J'étais donc au Ce soir en couleur, cette émission culturelle à 18h30 avec Normand Latour. C'est ça. On a même pensé, à un moment donné, on cherchait longtemps le titre de cette émission-là, puis on avait dit Le Trou Normand. Ça se prend bien comme un... Mais finalement, après 3 ans du Ce soir en couleur, j'ai quitté effectivement. Puis en fait, je me suis lancé un peu dans le vide en faisant un premier projet comme réalisateur et producteur. Et c'était un documentaire international sur le tennis, Balle de match. Ça s'appelait avec Andy Roddick, qui était à ce moment-là le meilleur junior dans le monde. Et puis j'avais suivi 3 autres joueurs. Numéro 2, numéro 3, Nicolas Mahut, qui a été champion du monde en double encore tout récemment. Puis bref, je suis parti faire ce documentaire de fou dans 5 pays. Et ça a été un cours avancé de production, je dirais un doctorat même, avec tous les pépins imaginables, comme pour me tester, voir si j'étais fait pour ça. La caméra qui brise à 17h, un vendredi après-midi à Miami, on se fait dévaliser nos passeports, la camionnette en Hongrie qui se fait dévaliser, jusqu'à New York, le dernier tournage au US Open, où on me refuse l'accès sur le site avec la passe, l'accréditation. Puis là, je suis obligé d'appeler le vice-président de CBS Sports qui vient personnellement tous les jours m'amener une passe de jour pour que je puisse rentrer sur le site. Jusqu'au financement compliqué, tout ça. Bref, mais finalement, ce projet-là avait remporté même un prix au plus grand festival de films sportifs au monde, à Milan. Et puis, ça m'avait comme un peu encouragé à me dire, écoute, on va essayer de continuer comme ça. Puis le deuxième projet, ça a été avec le pape Jean-Paul II à la Journée mondiale de la jeunesse, donc à Toronto. C'était une expérience incroyable. Et d'ailleurs, mon fils va participer cette année à la JMJ, la Journée mondiale de la jeunesse, à Lisbonne. Très intéressant, de père en fils. Père en fils, je lui souhaite on va prier pour lui. Et donc, c'est ça, ça a commencé comme ça, Balestra, avec des projets un peu de documentaires uniques, aussi sur des champions olympiques, sur les 5 continents, la zone des champions. C'est quoi d'être dans la zone? On a réussi à décrire cet état second
d'euphorie que ressentent très peu d'athlètes. Moi, comme escrimeur, je l'ai connu une fois, cette zone, au championnat du monde en Grèce. Quand tu pointes? Et c'était comme c'était tout est au ralenti, tu es invincible. Tu sens que tu sais quoi faire, tu es vraiment invincible. Donc, c'est ça, c'est comme c'est euphorique, c'est magnifique comme sensation, mais je voulais comparer avec d'autres athlètes, comment eux l'avaient vécu. Donc, des Alberto Tomba, des Sylvie Fréchette, des Johan Koss, des grands dieux du stade. Et puis, ils m'avaient tous Puis, on a réussi par la musique, par l'infographie, faire ressentir. Nous, notre slogan Balestra, c'est révéler l'invisible. Donc, comme Saint-Exupéry, donc l'essentiel est invisible pour les yeux. On essaie de montrer des choses compliquées. Donc, avoir la foi avec le documentaire sur Salut, qu'on a appelé Salut Jean-Paul. 2 points d'exclamation pour Jean-Paul II. Et puis la zone, donc, c'en est un. Aussi, le monde des ambassades, ici, plus près de nous, là, Ottawa, bon, c'est quoi le monde de la diplomatie? On voit toutes ces immenses résidences et ambassades, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, on a fait une super émission documentaire là-dessus. Beaucoup d'émissions jeunesse aussi, des séries jeunesse pendant bien des années avec TFO notamment, et des chasses au trésor, des talents, des jeunes talentueux artistiques. Alors, on s'amuse un peu dans tous ces terrains de sable. Balestra, est-ce que c'est en lien avec l'artiste du rococo du 18e siècle, Antonio Balestra? Ah, non, franchement, oui, effectivement. Non, mais ça aurait pu, mais c'est un escrimeur qui s'appelait Balestra et qui avait un peu inventé une technique qui consistait à faire un bond en avant d'attaquer. Et donc, moi, ayant pratiqué l'escrime, puis je faisais des fois ce mouvement qui surprenait les gens. Et on s'est dit, avec Balestra, on va faire des bonds en avant aux téléspectateurs, aux jeunes à qui on présente. En fait, dans ma présentation, j'aurais pu dire, il y a 2 mots qui te décrivent, le sport et la créativité, non? Bien, longtemps, le sport, longtemps. C'est vraiment important aussi dans ton existence. Bien, l'escrime, ça a été de génération en génération en plus. Mon arrière-grand-père italien, Arturo Gazzera, avait participé aux Jeux olympiques. Lui, c'était un grand maître d'armes, donc il a formé une championne olympique, Elena Mayer, une Allemande. Et puis, il a exporté l'école d'escrime italienne en Allemagne. Il a reçu la médaille de l'ordre de Vittorio Emmanuel, le prince II, Emmanuel II, une bague maintenant que j'ai chez moi. Et puis, mon grand-père a été aussi aux Jeux olympiques à Amsterdam, ma mère aux Jeux de Mexico. Moi, j'étais comme commentateur. Donc, c'est vraiment dans 4 générations, si on veut, d'escrimeurs, oui. Ça t'a jamais tenté d'enseigner l'escrime? Tu aurais été passablement qualifié. Je serais capable, mais c'est pas quelque chose que non. Puis honnêtement, il y a le sport compétitif, bon, et puis, mais une fois juste pour le plaisir, après, non. C'est pas moi, je deviens trop compétitif rapidement. Il faudrait que je recommence à la compétition, puis à un moment donné, on passe à autre chose. Mais disons le ski alpin, le tennis, puis la marche que j'ai découverte beaucoup avec cette série Guide d'aventure, des treks. Entre autres aux îles Canaries l'an dernier où on a fait l'ascension d'un volcan et toute la nuit, marcher de 1h du matin jusqu'au lever du soleil, c'était quelque chose. J'imagine un peu quand justement, parlons-en de guide d'aventure justement. Après ça, on va parler des espèces d'ordures et c'est pas un mauvais qualificatif. J'espère, là. Effectivement, tout à fait. Mais guide d'aventure justement, qui avait diffusé à TV5, si je ne me trompe pas. Oui, hier soir, c'était la dernière émission. Absolument. Et donc, comment est-ce que ce concept-là est arrivé dans l'esprit de Marc Châtel? Est-ce que tu as pensé à une façon de couvrir le tourisme ou des guides canadiens à l'étranger? Puis ce concept-là, tu l'as ensuite travaillé et développé? Bien, au début, on a commencé avec des guides qui faisaient des expéditions au Canada seulement. Donc, on a vraiment fait comme Nunavut, une région d'ailleurs que j'ai découverte que je pense que tous les Canadiens devraient aller une fois au Nunavut, là, ne serait-ce qu'à Iqaluit. C'est extraordinaire. Et on s'est dit, bon, ce qui nous intéressait, nous, c'était surtout l'ADN de ces gens-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent ce mode de vie avec beaucoup de sacrifices souvent? Ils n'ont pas le même rêve financier que bien des gens. Donc, l'ADN et sur trame de fond, l'aventure, l'expérience, qu'est-ce qu'ils font vivre à leurs touristes clients.
Et puis, progressivement, ben, on s'est tourné vers l'international avec cette série-là, toujours avec des guides canadiens, mais là, qui amenaient des gens en Malaisie plonger avec les requins ou faire la planche à voile en Australie, sur la côte ouest, dans le fin fond perdu, là, incroyable. Et donc, nous, c'était ça la trame. C'était pas une émission de tourisme, c'était vraiment, parce qu'encore là, c'est l'être humain qui nous intéresse. C'est les choix de vie, c'est la mission de vie, c'est qu'est-ce qui fait que ces gens-là choisissent ce genre de vie-là. Donc, on a comme progressivement... Mais c'est toi qui te rends sur le terrain avec ton équipe ou c'est toi qui es encore Moi, à la caméra? J'ai fait la moitié des 50 expéditions. Donc, comme réalisateur, comme deuxième caméraman. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai développé puis que j'aime beaucoup faire. Parce que c'est comme la photographie, hein, c'est l'esthétisme, c'est avoir l'œil, le moment. Puis le moment aussi très... personnel, souvent, parce que je pose des questions aussi. Donc, je prends les gens des fois en retrait. Je peux vraiment... Quand j'ai fait une série qui s'appelait La croisée des chemins à Radio-Canada, et c'était le point tournant dans la vie de 78 personnalités. Puis il me disait toujours à un moment donné dans la journée, « OK, là, je vais te dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne. » Et c'est ça le cadeau. C'est ça. Et c'est ça que j'aime. C'est en close-up la plupart du temps? Pour utiliser un terme technique? Oui, le plan rapproché. Oui, les plans rapprochés, oui, mais des fois, ils sont en action, donc c'est un plan moyen. Ça te permet de vivre aussi des aventures, non seulement d'avoir le concept, mais de voir le concept se concrétiser sous tes yeux ou dans la lentille, évidemment. J'aime ça puis j'apprends beaucoup de choses, et puis pour moi, ça a été une étude sur le terrain aussi, parce que j'ai toujours questionné les gens puis on y reviendra donc par rapport à Wake Up, mais... comment ils ont trouvé finalement, eux, leur raison d'être dans la vie et le fait d'avoir mené ces entrevues sur le terrain, dans l'action, dans des moments, je pense à Louis Caillé pour les vélos. Caillé, non. Louis Garneau avec ses vélos et tout ça, puis sur le bord du fleuve à Saint-Augustin-des-Desmaures, puis qui se révèle dans des trucs d'affaires. Tu sais, c'est des moments privilégiés comme ça que j'ai pu vivre avec les champions olympiques. Alberto Tomba, ce grand champion italien qui est arrivé en hélicoptère avec son cappuccino au sommet des montagnes, au grand désarroi de tous ses collègues. Et là, il y avait une file de journalistes qui voulaient l'interviewer. Puis là, nous, on lui posait des questions sur être dans la zone, c'est quoi. Puis là, il était tout content de parler d'autre chose que finalement ses relations avec les femmes et tout ça. Ah, it's very interesting what you ask me. Il a pris finalement 40 minutes avec nous. C'est un vécu très, 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 très différent. C'est le même vécu aussi pour Espèce d'ordure, parce que c'est la nouvelle série qui va commencer bientôt à TV5. Commencé hier soir, en fait. Hier soir, en fait. Okay. Concept aussi très intéressant, en lien avec, évidemment, quelque chose qui est de notre époque, l'environnement, bien sûr, les déchets, etc. Ce concept-là aussi, parle-moi un tout petit peu, parce que là, on est vraiment dans le très actualité, même si c'est l'arrière-scène. Les éboueurs, entre autres. Entre autres, mais c'est beaucoup plus que les simples déchets. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment comment des villes dans le monde se nettoient, font leurs toilettes, et recyclent, vont faire du surcyclage aussi. On transforme des objets pour en faire de nouveaux objets fort intéressants. Je pense à des panneaux, par exemple, de publicitaires en PVC qui sont finalement découpés, puis on fait des sacs qu'on vend, ou les boyaux d'arrosage des pompiers à Londres qui deviennent aussi des sacs à main ou des choses comme ça. Il y a tellement d'initiatives intéressantes menées par des citoyens, menées par des compagnies, des entreprises privées, par les municipalités, bien sûr. Et puis, c'est un regard sur environ 6 initiatives par ville. C'est une ville par émission. Hier soir, c'était donc New York. Et on a vu un groupe de citoyens mener la chasse aux rats avec leurs chiens terriers et tout ça. Puis ça fait un moment de vie agréable pour eux. Puis en même temps, ils font leur petite contribution pour essayer de... Mais on a vu, les chiffres sont astronomiques. Là, donc. Mais c'est vraiment un regard instruit, mais en même temps agréable, sympathique, pas trop scientifique. Oui, il y a quand même l'aspect éducatif là-dedans. Il y a un aspect éducatif. Ça ne t'a jamais quitté au Balestra. Ça a toujours été très... comme à Wake Up, on va en reparler, mais l'aspect éducatif est quand même présent, tout le moins. Oui, mais ça inspire aussi. Puis je pense que cette série-là va vraiment conscientiser les gens, justement, que « Ah, mon Dieu, on peut faire ça, puis j'avais pas pensé à ça, puis peut-être je pourrais m'impliquer même dans telle chose, et je vais regarder autour de chez moi s'il n'y a pas des
des initiatives intéressantes. Donc, moi ça m'a transformé même à force de consommer ce genre de contenu. Puis notre animateur, Frédéric Chouanière, est vraiment le type parfait pour cette série-là. C'est un journaliste engagé qui, quand j'avais passé en entrevue, même pour l'engager, j'étais sur le point de faire l'ascension du volcan. Donc, j'étais aux îles Canaries, puis dans ma petite chambre. Puis là, on fait une visioconférence ensemble. Et puis là, il me dit que sur sa table de chevet, réellement, il avait un livre qui parlait justement de tout ce qui est égout, système d'égout à New York. Puis je dis, vraiment, tu lis ça, toi? Normal. Puis oui, puis je le crois. Donc, il a vécu à New York, il a étudié là, il a fait une maîtrise en relations internationales et tout ça. Donc, bref, c'est une très, très belle série, j'en suis fier. Puis là, on essaie de la faire en anglais aussi. La même émission, mais traduite. Et puis, on a eu le feu vert pour une autre saison. Donc, on va faire 10 autres villes dans le monde. Très intéressant et comment je dirais, ça rentre tout à fait dans la philosophie aussi de TV5 aussi. Oui. Et ça, comment est-ce qu'un producteur comme Balestra, par exemple, toi en l'occurrence, comment vous faites justement pour vendre, si je peux dire, votre projet à TV5, dans ce cas-ci, par exemple, ou à RADCAN, ou bon, peu importe. Je pense qu'il y a quand même une espèce d'enfilade, de rajustement de philosophie aussi. Est-ce que ça commence à compter beaucoup, ça, dans la production télévisuelle? Bien, il faut voir où le diffuseur est rendu, c'est quoi sa grille horaire, c'est quoi sa philosophie. Parce qu'on entend souvent, sinon, ça change beaucoup. Il y a tellement de jeux de chaises dans ces institutions-là. Donc, souvent, on entend « Ah, c'est bon, mais c'est pas pour nous. » Ben là, OK, mais pourquoi c'est pas pour vous? Puis là, on comprend les nuances. Puis c'est très subtil parfois, mais moi, au retour d'un voyage à Venise, avec mon épouse, d'ailleurs, pour célébrer notre 30e anniversaire de mariage, puis j'ai vu, ou plutôt de connaissance à ce moment-là, j'ai vu des petits bateaux qui venaient chercher avec des grues les ordures et tout ça, puis ça m'a frappé. J'ai dit, mon Dieu, on fait ça ici comme ça. Et quand je suis revenu, j'en ai parlé avec le diffuseur, donc chez TV5, une des personnes qui travaille là. Puis ça a frappé son imaginaire. On avait écrit un petit document, puis de là, ils doivent en parler en comité, mais des fois, ça trouve preneur. Très intéressant, très intéressant. On prend une autre pause, si vous permettez, mesdames, messieurs. On vient tout de suite. De retour à Sans détour, toujours avec Marc Châtel de Balestra TV et de WeGup TV. On va parler de WeGup, rassurez-vous, mesdames, messieurs, mais avant, j'ai quelques précisions à aller chercher auprès de Marc Châtel. Tu as été au collège Saint-Stanislas. Stanislas, oui, c'est pas Saint. Pas Saint, mais juste Stanislas. Stanislas, effectivement. Après ça, au Boston College. Boston Emerson College, à Boston. Voilà, effectivement. Pourquoi avoir fait ces études-là? Pourquoi ces institutions-là en particulier? Bien, Stanislas, c'était dans mon quartier à Outremont, donc d'où je viens à Montréal. Puis tous les membres de ma famille, et même cousins et oncles et tantes, ont fréquenté le collège Stanislas. Donc, c'est parce que c'est un lycée français, parce qu'il y avait une qualité de l'enseignement au niveau du français, surtout tout le primaire, etc. Donc, c'était très bien. Puis ensuite, j'ai été au collège Jean de Brébeuf, finir mon secondaire 5, puis cégep. Là où des Trudeau de ce monde sont allés, et d'autres politiciens. J'aime la façon qu'ils la mettent, là où ils sont. Et puis, j'ai fait l'Université de Montréal en économie et en sciences politiques. Et puis ensuite, je suis allé faire un cours une maîtrise en production télévisuelle et media management à Boston, parce que j'aimais beaucoup le programme qui était à la fois pratique et puis aussi le côté gestion. Et puis, on avait comme projet de maîtrise, par exemple, de tourner un film, un documentaire. Moi, j'ai été tourner un film au Japon, à Fukuoka. Donc déjà, c'était compliqué. C'est la course autour du monde, ça? Déjà, je me suis donné des défis complexes. Et puis, c'était aux Jeux mondiaux universitaires, donc j'ai fait ça. Puis la ville de Boston est extraordinaire pour aussi, évidemment, tout ce qu'elle a à offrir. Réputée pour son enseignement technique ou technologique, non? Bien, MIT, c'est sûr. Il y a Harvard, il y a Boston U, il y a plusieurs universités. L'été dernier, j'ai fait visiter, d'ailleurs, à mes deux garçons, 22 ans et 17 ans,
où j'avais étudié à Boston. Et puis, on a eu la chance même de rencontrer l'excellent architecte Moshe Safdie, qui a fait la Galerie nationale ici à Ottawa, entre autres, et puis tant d'autres. Marina Sands Bay à Singapour, l'édifice emblématique a l'air d'un Titanic. Et il a accepté de rencontrer mon plus jeune parce qu'il voulait faire des études en architecture. Et puis d'ailleurs, il a été accepté récemment à Carleton. Donc, très content de ça. Mais ouais, l'expérience Boston, ça, quand on dit étudier à l'étranger, je pense que c'est surtout que ça ouvre les horizons encore. Et ça nous permet de voir grand. Bon. Puis après ça, il y a tous les obstacles de la vie, là, mais ça nous donne au moins ça. Mais le point de vue, je reviens à ça, le point de vue international, tu n'as jamais quitté ça. C'est une constante. Non, c'est presque d'instinct que tu y vas. Bien, je pense que, en même temps, au départ, je me définis comme un Canadien français et citoyen du monde. Je ne suis pas attaché nécessairement à une province en tant que telle. Je suis plus un Canadien francophone, mais avec ce regard, c'est sûr, sur le monde. Et puis, ah mon Dieu, j'ai fait tellement de toutes sortes d'expériences à l'étranger. Donc, oui, ça m'habite et je ne peux pas l'enlever de moi, c'est sûr. Oui, évidemment. J'aimerais ça qu'on parle de WIGUP. Oui. Évidemment, on va rejoindre... Projet complexe. Complexe, oui. Alors, disons, juste pour repréciser les choses au niveau temporel, Balestra, c'est quoi? C'est 2000 à peu près, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là? Oui, 2000. Et puis, 10 ans après, à peu près. WIGUP. Oui. Mais WIGUP, c'était déjà... En fait, c'est une vision donc, de l'éducation. C'est pour aider les enfants. Je me suis dit, j'aimerais ça inventer quelque chose qui peut aider n'importe quel être humain à découvrir sa raison d'être dans la vie. Est-ce que c'est possible? Parce qu'à travers toutes mes entrevues puis mes séries documentaires, ça revenait souvent, là, les gens qui étaient insatisfaits dans leur travail et puis qui un jour ont finalement eu une croisée des chemins pour bifurquer et trouver enfin qui ils étaient. Puis je me suis dit, bien, c'est une perte d'énergie, perte de temps, beaucoup de talent. Si autant de gens, 80% et plus, même statistique corroborée par Paulo Coelho, là, l'auteur de L'Alchimiste, puis qui dit, il dit probablement plus que ça. Donc, pour une société, d'avoir autant de gens qui finalement n'ont pas suivi leur rêve réellement de ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux-mêmes, qu'est-ce qui fait qu'on atteint des statistiques comme ça? Donc, moi, je suis parti dans une quête, là, puis là, ça fait presque la moitié de ma vie que je dédie mon temps à ça. Parce que dans le fond, c'est déjà à l'âge de 27 ans que j'ai eu cette espèce de flash que, c'est comme devenu ma propre raison d'être. Alors, finalement, ce que je veux dire, c'est que, pardon, ça veut dire que tu as créé des outils, TV, je suppose, évidemment, mais probablement multimédia aussi jusqu'à un certain point. Tu as créé des outils pour permettre à ces gens-là, à ces jeunes-là, de s'éclore, de trouver leur voie et de s'éclore. En fait, c'est vraiment avec des projets pilotes, des essais-erreurs. C'est encore essayé dans toutes sortes de coins de la planète. Là. En ce moment, je travaille avec l'Algérie, entre autres, bientôt la Tunisie. Il va y avoir un club WIGUP physique là, à Amman, en Jordanie. J'ai fait des projets avec la Chine aussi, au Qatar, au Maroc. Mais l'idée, c'est que j'ai cherché surtout une recette. Et puis ça passe par l'équation inspiration plus la créativité de l'enfant égale découverte de soi. Donc, l'inspiration vient par les vidéos qu'on produit, qu'on met dans une plateforme interactive. Les jeunes peuvent visionner ces vidéos-là. Puis ensuite, bien, ils doivent être créatifs en faisant des projets entrepreneuriaux avec leurs talents qu'ils découvrent progressivement. Et là, à un moment donné, entre 9 et 11 ans particulièrement, c'est le terreau le plus fertile. Donc, c'est ça ma découverte. C'est qu'entre 9 et 11 ans, il y a cette fenêtre d'opportunité où on peut faire ressentir à l'enfant ce pourquoi il est là, ce pourquoi il est venu sur Terre. Est-ce que ça va plus loin que simplement la perception de lui-même? En d'autres mots, oui, à ces âges-là, regarde ce que tu peux faire. Grosso modo, je simplifie, là. Regarde ce que tu peux faire, mais est-ce que tu pousses plus loin la démarche aussi pour leur dire, bon, ben écoutez, il y a des outils qui existent, voici les outils. Production TV, c'est un exemple, évidemment. Je ne sais pas moi, iPhone, comment est-ce qu'on utilise ça, etc. Est-ce que ça fait partie aussi de la démarche, ça? On n'est pas à présenter des carrières en tant que telles. Ils les voient par tous les témoignages dans les vidéos, des gens inspirants, qui racontent ce qu'ils font dans la vie, qui présentent des métiers même du futur. Mais il y a 65% des métiers qui n'existent même pas encore aujourd'hui, qui vont être ceux de
35-40. Mhm. Alors, l'important, c'est surtout qu'ils développent une vision de leur vie, cette confiance, l'enthousiasme, qu'ils sont réellement ici parce qu'ils ont un talent ou des talents et on compte sur eux pour les découvrir, ces talents-là. Ils vont trouver le vrai bonheur en aidant les autres avec ces talents-là. Puis ils vont peut-être mélanger tous ces talents-là un jour pour inventer leur propre métier. Comme moi, j'aurais pas pu dire à l'âge de 9 ans que j'allais inventer Wake Up un jour. Mais j'aurais tellement développé ma créativité, puis j'aurais réalisé que, d'ailleurs, des profs ont dit ça de moi aux autres élèves. Marc, un jour, va faire des choses pour les gens de votre âge. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. Mais aujourd'hui, ça me frappe. Puis quelqu'un, un ami d'enfance, me l'a rappelé récemment en me disant, tu te souviens, elle avait dit ça, elle avait écrit au tableau ton nom, puis elle disait, il va faire des choses. Mais je me souviens d'une vidéo en classe, noir et blanc, film d'époque, où on est assis, puis c'est un cheval qui court sur la plage, et à un moment donné, il saute dans la mer, puis il se met à nager au loin, au large. Puis là, il fallait comme s'imaginer qu'est-ce qui allait arriver de ce cheval. Et puis, mon Dieu, que ça m'avait stimulé mon imaginaire et tout ça. C'est probablement la genèse de Wake Up, exactement à ce moment-là. Et puis aujourd'hui, bien, si on leur donne la confiance en eux, cette certitude qu'ils ont un rôle à jouer, un enthousiasme par rapport à leur vie, une vision de leur vie, de ce que ça peut être, puis ils le sentent, ils savent quelque part c'est quoi qu'ils ont, eux, comme unicité. Mais c'est le plus beau cadeau à leur faire. Est-ce que dans cette démarche-là, tu tiens compte des différentes cultures? Parce qu'un Marocain et puis un Congolais, ou un ou une, évidemment, là, Congolais, ou encore, je ne sais pas moi, un Chinois ou une Chinoise, c'est pas la même culture par rapport au développement personnel, etc., etc. Est-ce qu'on en tient compte aussi là-dedans? Un peu, mais c'est des choses que je découvre aussi avec la rétroaction que je vais de plus en plus aussi obtenir. Mais c'est quand même assez universel en même temps. Tu sais, d'avoir un enthousiasme, d'avoir une confiance en soi, de découvrir que je suis plus manuel, je suis plus artistique, je suis plus... et vraiment de leur faire voir ça et qu'ils se reconnaissent dans certaines des vidéos qu'on leur soumet. Puis ça, c'est vraiment des vidéos qui viennent des 4 coins de la planète. Donc, en ce sens-là, c'est très bien. Très intéressant. Tu es rendu à combien de pays maintenant? On est rendu dans une quinzaine de pays. Je devrais plutôt dire sur les 5 continents. On est pas mal sur les 5 continents. Puis, mais c'est encore un projet qui est visionnaire, je dirais, là, par rapport à là où la société est rendue. Donc, il faut vraiment être patient, s'armer de patience, puis de ne pas lâcher, de continuer à pousser, parce que tôt ou tard, je crois que ça va devenir la norme, en fait. Il y a beaucoup de publicité qui est faite pour ça sur les médias sociaux? Oui, quand même. Parce que c'est la façon de les rejoindre, évidemment, entre autres. Oui, puis mais ce n'est pas nécessairement les jeunes de cet âge-là qu'on rejoint, c'est plus les parents ou c'est plus des établissements d'enseignement. Dans certains cas, ça peut être des ministères de l'éducation d'une province ou d'un État. Donc, mais c'est ça, c'est à force d'en... Il y a quelques années, j'avais été au Clinton Global Initiative à New York avec Bill Clinton, toute la famille Clinton. Puis ils avaient reconnu en Wake Up un projet vraiment innovateur et visionnaire, en fait, pour l'éducation. On entend souvent parler des projets de construction d'écoles en Afrique et d'autres pays en développement. Mais ici, c'était comme nouveau, une approche pour nourrir les rêves, les aspirations des jeunes. C'est drôle comme on est mal chaussé parfois, hein? Ben, mais quand je vois moi, je dirais quelque chose disons, un peu de controversé, mais je pense que le problème, c'est que le curriculum occupe trop de place. Puis, on a tellement voulu meubler ce curriculum, en général, qu'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de place pour la créativité, c'est trop... Alors, les enseignants disent toujours, écoute, moi, je n'ai pas le temps de faire quelque chose de plus, là, demande-moi pas plus que ça. Tu sais, je les comprends, il faudrait élaguer, il faudrait donner un peu plus de temps pour respirer, puis justement, une demi-heure par jour à faire des activités comme celles qu'on propose. Effectivement. Il y aurait plus d'enthousiasme de toute façon dans la classe. Tout à fait. Puis les enseignants et enseignantes seraient contents de voir leurs élèves, finalement, et de les découvrir aussi. Et de les laisser faire. Arrêter d'être le observer, guide. Exactement, prendre le recul. Prennent le contrôle de la classe. Absolument, oui. Puis, ça serait magnifique. Oui, tout à fait. Oui. Je te soumets une date. 3 octobre 1997.
3 octobre, ben ça, c'est quand j'ai commencé à Radio-Canada. Ouais. C'est quand tu es venu tourner chez nous. Ah! Pour Tout Azimut. Ah, pour les... Ah oui. Je ne fais pas du tout de publicité pour mon émission, soyez en passant, Ouais, mais ouais. c'était venu... Pour les archives nationales, non? Non, c'était pour moi. Carrément, hein? Ah oui, c'était un reportage Wow. sur toute l'émission Tout Azimut que j'anime depuis Depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là. Oui, effectivement, tout à fait. Au moins 25. Oui, c'est ça. Alors, à un moment donné, pour vous remettre dans le contexte, mesdames et messieurs, je vois tout à coup, on avait fait des arrangements, Marc et moi, évidemment. Et puis, tout à coup, je vois arriver l'équipe et le mobile de Radcan avec 3 caméras, des éclairages, enfin, toute l'histoire. Moi, je conserve un excellent souvenir de ça, bien entendu. Ouais. Et je le précise tout de suite, c'est pas pour ça que tu te retrouves en face de moi tout de suite, soyons clairs là-dessus. Mais j'aimerais quand même savoir de cette époque-là de la réalisation avec Radio-Canada, parce que j'ai comme l'impression que ça a été marquant aussi de ce soir en couleur. Très, puis beaucoup de gens disaient que ça va être un mandat suicidaire de réaliser une émission quotidienne, en fait 4 jours semaine. Avec 125 émissions par année, avec une toute petite équipe, là, 5 personnes. Mais ce que j'ai vraiment développé là-bas, je pense, c'est la polyvalence, c'est d'être capable de mener une équipe, d'y croire, de motiver les troupes. Ce que j'aimais beaucoup à Radio-Canada, c'était d'avoir accès à beaucoup de ressources techniques. Tu parles du mobile et tout ça. Donc, on n'avait pas besoin de monter des financements, puis tout le truc administratif. Là, on a cette idée-là, on va faire une émission au Musée des Beaux-Arts. OK, la semaine prochaine, on fait un repérage technique et puis on fait un truc dans un ring de boxe avec la glace sèche, la fumée, tout ça. Puis c'est magnifique. Il y avait toute une équipe disponible pour ces idées de grandeur un petit peu. Mais donc, ça a été très, très formateur. Oui, j'avais 27 ans. Michel Picard me disait justement... à l'époque, je me souviens, il disait « T'es le plus jeune réalisateur d'une émission quotidienne comme ça à 18h30. » tu sais. Puis moi, avec Normand Latour, on s'amusait beaucoup. On faisait des sketchs humoristiques même. J'ai même animé l'émission quelques fois lorsqu'il était malade pendant un mois. J'ai pas ça dans les archives. Tiens. Normand était malade et puis pendant presque un mois. Et puis j'avais fait le Festival des Tulipes et tout ça. Puis j'étais rendu un peu l'animateur. Mais il faut dire que dans une autre vie aussi, dans le temps de commentateur aux Jeux olympiques, mais j'avais fait aussi l'école avec Pierre Dufault. Absolument. Qui était originaire de la région. Là. Et c'est encore un des liens. Moi, j'ai refouillé dans les archives, parce que j'étais chez Dufault, moi aussi. Ah oui, et Dufault. J'ai revu dans les archives de Dufault que, par hasard, Marc Châtel était étudiant et tout. L'école Promédia. L'école Promédia, effectivement, tout à fait. Il aimait beaucoup le côté allemand de ma personne. Alors, mais quelle école de formation. Très, très bonne. Très, très bonne école, effectivement. On prend une dernière pause, Marc, et on revient. Mesdames, messieurs, on revient tout de suite. De retour à Sans détour, bien entendu, toujours avec Marc Châtel. Malheureusement, déjà notre dernier segment, Marc. Tu parlais de La Sacrée, parce que c'est la seule aventure, à ce que je sache, filmique, cinématographique que tu as lancé comme tel. Tous les écrits là-dessus me disent que ça a été une bonne aventure dans tous les sens du terme, évidemment. Est-ce que c'est effectivement le cas et qu'est-ce que tu en as retiré? La Sacrée, c'est une grande fierté parce que c'est la raison pour laquelle il n'y avait jamais eu de film avant, vraiment. C'est parce que c'était un casse-tête financier d'arriver à trouver un genre de budget décent pour faire un film. Et donc, quand j'ai senti un peu le momentum avec Daniel Marchildon en Ontario m'avait approché avec un premier scénario et puis là, on l'a retravaillé. Puis, à un moment donné, on a trouvé le bon filon. Je me suis impliqué beaucoup aussi dans le scénario parce que les portes étaient encore fermées au niveau de l'enthousiasme du financement. Puis un jour, j'ai dit, OK, les 3 actes, c'est notre personnage principal. Il découvre à la fin de l'acte 1 qu'il est infertile. Il va être obligé de retourner dans son village natal pour brasser une bière qui apparemment a des vertus de fertilité. Et puis, acte 3, on va voir, mais en tout cas, il relance toute l'économie locale. Et après ça, je me suis dit, je vais vraiment engager des acteurs natifs de l'Ontario, même au niveau de la distribution, on voulait avoir quelqu'un qui venait d'Ottawa. Donc, ça a été comme ça.
progressivement, puis là, Madeleine Meyer s'est impliquée aussi, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Vraiment, et là, je sentais qu'il y avait un engouement tout d'un coup. Et donc, moi, ça a été une première expérience de fiction, en effet. Puis, je regrette pas. Au contraire, on a fait une douzaine de festivals au Canada. Mais on savait que c'était quand même un film niché. Puis c'est pour ça qu'à Montréal, ça n'avait pas trop de résonance. C'était vraiment fait pour le hors Québec, si on veut. Puis il y a une grande fierté. Puis dans tous les festivals à travers le Canada, justement, il y avait cette reconnaissance. Est-ce que tu te souviens qui faisait la musique? La musique de... Je te le donne. Ouais. Michel Demars. Mais Michel Demars a fait la musique de... Pas de La Sacrée, mais de toutes mes productions télévisuelles. Toutes les productions télévisuelles? Ouais. OK, parfait. Alors, c'est beaucoup plus large quand même oui. que c'est pour ça que je cherchais... Non, c'était des gens à Toronto. OK. Mais Michel Demars, grand ami, puis je sais que là, il fait quelque chose avec le Festival des Montgolfières. Il est très bon dans ça aussi pour habiller au niveau sonore. C'est lui qui a créé, d'ailleurs, le thème des Festivals des Montgolfières. Oui. Sauf erreur. Oui, Alors, oui. Absolument, tout à fait. Alors, beaucoup de talent. C'est lui qui avait fait justement tout l'habillage sonore de la zone des champions avec des bruits de chevaux et toutes sortes de choses. On a fait une série jeunesse aussi. On fête ensemble. Il a dû faire 33 communautés, pays, cultures différentes dans le monde. 33, même le Kazakhstan. Et pour chacune de ces cultures-là, il a composé de la musique sur mesure. Donc, c'est incroyable. Et il a fait la musique de ce grand, beau rassemblement. Donc, je parlais des musées tout à l'heure, au Musée des Canadiens de l'Histoire, il y a 3-4 ans. On a fait un beau plateau de télévision à la française pour les 30 ans de TV5. Avec Michel Et avec Michel Drucker, ça, ouais. qui est venu, qu'on a fait venir de France, avec Mireille Dumas, François Bunel aussi, avec le grand expert des livres, de la littérature française. Et puis d'autres aussi, d'autres lecteurs de nouvelles de la Belgique et tout ça. Mais c'était donc un très beau moment pour souligner ces 30 ans de TV5. Puis ça me vient donc de l'époque du Ce soir en couleur, où on avait fait un grand concours sur l'Égypte. Et c'était au Musée canadien des civilisations à ce moment-là. Oui, tout à Donc c'est drôle comment... Il y a des choses qui reviennent. Ma vie, dans le fond, elle est ici depuis maintenant plus de 25-26 ans. Puis jamais je regrette d'être venu vivre à Ottawa. C'est vraiment un peu symbolique aussi à contre-courant. Tu sais, beaucoup de gens partent d'ici pour aller vers Montréal ou Toronto. Moi, au contraire, j'ai quitté Montréal pour venir ici. Et quand j'étais petit, je venais en compétition d'escrime. Je partais à 6 heures le matin de Outremont à Montréal. Puis j'arrivais au RA Center pour faire ma compétition d'escrime avant de retourner. Et aujourd'hui, j'habite près du RA Center. Alors, c'est drôle. Drôle de retour des circonstances, évidemment. Il y a un documentaire que tu as produit, et moi, quand je l'ai revu, parce qu'évidemment, j'ai rejeté un coup d'œil là-dessus, La fin d'un pays. Oui. J'ai fait un lien, et peut-être que là, c'est mon esprit biaisé qui fait ça, mais la fin d'un pays, l'environnement. Oui, FAIM, précisons, oui, tout à fait. Merci de la précision, oui, effectivement. Évidemment aussi, le documentaire que tu es en train de tourner sur l'environnement, sur Espèces d'ordures. Oui. Il y a un lien entre les deux, c'est aux extrêmes, mais il y a un lien entre les deux. Est-ce que l'approche du producteur exécutif et du réalisateur est la même? Malgré tout. Bien, La fin d'un pays, c'était un documentaire engagé, vraiment unique. Hein? Il y avait juste, c'était 1 heure de... Et moi-même, j'étais un peu journaliste à me poser des questions. J'avais interviewé le premier ministre Paul Martin aussi, à un moment donné, dans un moment très touchant, où la veille, j'étais avec une famille monoparentale dans un motel près de l'autoroute métropolitaine à Montréal. Et là, le lendemain, j'interviewe Paul Martin par rapport à sa vision des décisions qu'il avait prises à l'époque. Et là, ça avait mené à ce que des gens se retrouvent sans logis social adéquat et tout ça. Donc, il avait dit que c'était terrible et tout ça. Mais, donc, c'était très engagé. C'était pour les 20 ans du vote au Parlement où on veut éradiquer la pauvreté au Canada. Mais bien sûr, c'était un peu utopique, là, tu sais, c'est une belle ambition, là, mais on ne peut pas éradiquer comme ça. Donc, on est vraiment allé dans les tranchées, dans des familles jusqu'à Vancouver, dans des quartiers vraiment défavorisés, tout ça.
Il y a une approche sociale aussi, c'est sûr, en ce moment avec notre émission des ordures. Mais disons que c'est plus dans le positif et on cherche à inspirer les gens par des initiatives novatrices. On prend le pouls du monde entier, maintenant avec 10 autres villes qu'on va faire dans le monde pour finalement réaliser qu'il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, il y a des choses qui se passent de bien. Mais ça fait partie des projets qui me tiennent à cœur, de faire de la télévision de qualité, avec des messages forts. C'est sûr que dans le paysage télévisuel, c'est pas la norme. Et donc, mais j'ai fait ce choix. Parfois, ça peut nous pénaliser, mais j'étais en contact hier avec quelqu'un qui décide de chez Amazon aux États-Unis, puis il disait, nous, on veut juste du style de vie, du lait très, très léger, finalement. Puis moi, je ne suis pas vraiment là. Pas tout à fait là. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est très différent maintenant, parce que tu gères aussi, tu es gestionnaire, tu as beau être fondateur, président, exécutif et puis tout ça, réalisateur, il y a quand même de la gestion à faire, inévitablement. Est-ce que cet aspect-là, tu l'as aussi intégré pour en faire quelque chose de créatif? Bien, moi, disons que... Puis ça, je pense que j'ai appris ça au Ce soir en couleur, donc à Radio-Canada, mais je me suis vite rendu compte que je fais vraiment beaucoup confiance aux gens. Je fais évidemment des vérifications ci et là, mais je suis vraiment dans un style de gestion qui fait vraiment confiance aux gens, qui leur donne beaucoup d'espace pour grandir. Souvent, je leur donne des défis qu'ils ne pensaient pas pouvoir relever. Je disais hier justement une citation qui disait que la gestion, c'est de gérer du personnel, mais le leadership, c'est quand on leur donne des défis que vraiment, tu crois que oui, absolument. Puis, puis il y a toujours ce souci de, comme on dit en anglais, casting is everything. Puis donc de les mettre toujours dans le bon rôle où ils vont pouvoir s'épanouir, de rejoindre leur mission de vie quelque part. Donc, je pense que oui, c'est créatif. Cette manière de gérer, elle est créative. Qu'est-ce que tu penses du leadership? Est-ce que tu as l'impression d'être un leader? Bien, je pense qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit être humble, qui montre une direction, qui fait voir les avantages, même si on ne les voit pas encore nécessairement, de mener tel projet. Alors, j'ose croire que peut-être que oui. J'ai des mêmes employés depuis 15-17 ans. Alors, je pense qu'ils y trouvent leur compte. Ils sont heureux, heureuses quand même, s'il y a eu des vagues dans tout ça. Il y a eu la pandémie aussi, quand même, qui a fait mal. Mais, ouais, c'est important pour moi, un leader qui est mal dans sa peau ou qui fait souffrir tout le monde, c'est épouvantable, tu sais. Puis on peut le voir des fois dans certaines organisations qu'à la tête, il y a quelqu'un qui semble avoir certains, peut-être, choses non résolues de son passé, puis tout le monde en souffre. Alors, non, il ne faut pas aller là du tout. Oui, tout à fait. Tu as réalisé des capsules pour Marcille-Lavallée aussi. Oui. Je parle de Schtroumpf là-dedans. Absolument, tout à fait, c'est ça. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, justement. Ouais. Comment ça s'est arrivé sur le plateau de tournage, cette affaire-là? Quoi, les Schtroumpfs ou non, le Marcille-Lavallée? Non, le Schtroumpf, ça... Marcille-Lavallée, c'est mes vérificateurs comptables. Ouais. Puis ils me sont arrivés avec, à un moment donné, ce projet de faire pour souligner leur anniversaire de... je ne sais plus combien d'années, 20 ans ou 30 ans. Et puis, donc, on s'est mis à interviewer des personnes dans la région là, qui nous ont suggéré. Et puis, on a essayé de faire ressortir en 1 minute leur expérience, justement, créative ou différente. Ce n'est pas des simples comptables, c'est des gens qui s'intéressent aussi aux histoires de vie, à l'industrie dans laquelle on est. On voulait faire ressortir ce côté-là. Donc, c'est pas froid, c'est pas juste des chiffres. Il y a une relation particulière. Puis moi, je parlais dans une des capsules, justement, de ce côté, je peux être au tournage au Nunavut, et puis malgré tout, il m'arrive avec des solutions créatives, et puis je peux me concentrer sur mon tournage. Puis quand je reviens, super, on en reparle. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Tu aimes ça aussi, comment je dirais, donner des conférences. Tu aimes ça aussi, comment je dirais, enseigner au sens large du terme. Là. Pourquoi? Parce que tu juges que tu as quelque chose à céder déjà maintenant, même si tu es jeune dans le métier, façon de parler. Bien, si on me le demande, disons, ça me fait plaisir de partager des anecdotes de vie, comme on fait aujourd'hui.
j'aime raconter des histoires. J'ai plein d'anecdotes de toutes sortes de choses qui me sont arrivées, même aux Jeux olympiques avec les commentateurs sportifs, qui sont vraiment des drôles de camarades avec plein d'anecdotes drôles. 92, Barcelone, c'était qui? Attends un peu que je Barcelone, c'était Richard Garneau. Richard Garneau, ben oui. Et Serge Arsenault, les deux patrons. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, l'anecdote par rapport à ça, c'est... moi, ça faisait 2 ans que je voulais essayer d'être dans leur équipe. J'étais le plus jeune, j'avais 22 ans. Puis j'avais croisé quelques fois Serge Arsenault dans des soirs. J'étais serveur pour un traiteur à ce moment-là à Montréal. Des fois, je le voyais, j'essayais de lui donner mon dossier, ma carte d'affaires, des choses comme ça. Puis à un moment donné, je me suis présenté dans le bureau de Richard Garneau à l'île Notre-Dame. Des anciens bureaux à mon père, d'ailleurs, où il était, lui, comme directeur général de la marque. Et j'arrive, puis je dis à Richard Garneau, écoutez, vous avez eu votre première chance en 1960 à Rome. Moi, je veux vraiment faire partie de votre équipe. Je suis prêt à faire du café s'il le faut. Puis c'était pour être en même temps commentateur pour l'escrime, là, mais j'étais prêt à faire vraiment... Puis là, il ne savait plus quoi me dire. Fait que là, on est allé dans le bureau de Serge Arsenault. Là, les deux sont assis côte à côte sur une causeuse. Puis, tu sais, deux beaux hommes, 6 pieds 4, avec leur grosse voix. Puis là, Serge Arsenault dit, finalement, il m'arrête et il dit « Écoute, Marc, tu veux faire les Jeux olympiques avec nous? Tu vas me faire l'ouverture des Jeux dans 3, 2, 1. » Mais tu as été à l'école de Pierre Dufault, je suis sûr que ça m'a aidé. Ça peut t'aider. Ça m'a aidé. Mais sur le coup, là, quand j'ai réalisé qu'est-ce qu'il me demandait, il était rendu à 1. Là, mais j'ai improvisé, puis après 1 minute, il m'a arrêté, puis il dit « OK, on aime ton approche, tout ça, mais c'est pas oui, c'est pas non encore. » Et puis 1 an plus tard, finalement, j'ai su que j'y allais. Pour le bénéfice de ceux et celles qui ne s'en souviennent pas, Serge Arsenault, c'est le fondateur du Tour cycliste de Montréal, du Grand Tour cycliste, évidemment, et du Tour des Amériques aussi, si je me souviens bien. Oui, le Grand Prix cycliste des Amériques. Ça, et puis, il avait fondé aussi Évasion et la chaîne Zest, qu'il a vendue à TVA. Effectivement. Donc, mais c'était un bon mentor. Tout à fait. Et puis, Richard Garneau, qui ne connaît pas Richard Garneau, entre autres au hockey, évidemment. Qui avait épousé une Allemande, lui aussi. Oui, absolument, oui, c'est vrai, tout à fait. Mais dans son livre « À toi, Richard », qui est une perle à lire, là. Mais après ça, il avait suivi ça aussi de 3, 2, 1, action, quelque chose comme ça. Puis il y a un des chapitres, Léandre, qui s'appelle, puis c'était vraiment calqué sur ma vie, mon expérience de jeune commentateur d'escrime. Puis il avait dédicacé même, Léandre, c'est un peu toi. Donc c'était drôle que ça l'avait marqué cette fois où j'étais rentré dans son bureau à essayer de le convaincre. Je termine avec un peu des questions à rafale, Marc, si tu permets. T'en fais pas, c'est pas très compliqué. Tu connais ça, bien entendu. Quel spectacle, dans toute ton existence, t'a frappé, t'a ému émotivement, t'a touché émotivement? Spectacle, je pense que c'était Cabrel à Montréal. Un magnifique guitare sèche, solo. Puis d'ailleurs, la guitare, c'est quelque chose que je gratte de temps à autre. Alors, un autre talent. Francis Cabrel avec ma sœur à l'époque, oui. Effectivement. Dans tes céréales, qu'est-ce que tu mets hormis le lait? Si tu prends des framboises. Des framboises. Des framboises et parfois un peu de sirop d'érable. Ça fait drôle de poser ces questions-là comme ça en fin d'entrevue, mais je trouve ça intéressant, justement. C'est très important de savoir ça. Es-tu beaucoup plus sel ou sucre? Moi, je suis les deux. Les deux? Oui. Différemment, moitié-moitié? Bien, des fois, le caramel et puis sucré, là, tu sais, c'est... Ouais. Et salé, là, c'est bon ensemble. Tout à fait. Quelle voiture conduis-tu? Je conduis une Audi depuis une dizaine d'années. J'aime beaucoup cette voiture. Effectivement. Le cœur ou la raison? Allemand. Allemand, oui, évidemment. Oui, c'est vrai. Ma mère m'en voudrait si j'allais pour une japonaise. Effectivement, oui, tout à fait. Le cœur ou l'esprit? Lequel est le plus important pour toi? Le cœur. Oui. Sans aucun doute. Oui, non, c'est droit au cœur. Puis c'était la cible en escrime aussi, hein? C'était toujours visé. Tout à fait, pointé, effectivement. C'est le bon terme, hein? Pointé, je pense. Oui, pointé, oui. Effectivement. Touché, touché, mon réalisateur. On peut dire touché aussi, oui. Tout à fait. Et puis, rapidement, quelle application sur ton cellulaire préfères-tu? Shazam. Shazam pour... la musique. C'est quoi la musique qu'on entend, puis j'en reviens pas comment c'est... C'est stupéfiant. En 2-3 secondes, on nous sort le titre, on peut l'acheter tout de suite. C'est la techno et c'est très intéressant. Ouais. Marc Châtel. Un plaisir. C'est déjà passé un grand plaisir. C'est long. Je te remercie énormément. Vraiment, merci de l'invitation. Bravo pour toutes ces années.
Ben oui, absolument. Merci beaucoup, Marc. Merci.